C'est pas toujours simple de lancer des publicités Facebook et d'être rentable. Peut-être que vous avez essayé ou que vous êtes actuellement en train d'en faire et que vous avez des difficultés à comprendre comment ça fonctionne. Le ROI de vos campagnes n'est peut-être pas satisfaisant. Dans cet épisode, on accueille Danilo Duchesne, spécialiste de la publicité Facebook. Il dirige une agence digitale qui aide les entreprises à se faire connaître et à vendre leurs produits grâce aux publicités Facebook et Instagram. Actuellement, son blog sur le marketing digital accueille chaque mois plus de 100 000 visiteurs uniques. Donc aujourd'hui, on va répondre à plein de questions que vous pourriez avoir, comme par exemple comment faire de la publicité Facebook avec un petit budget, quelles sont les grandes erreurs à éviter, quelle est la bonne taille d'une audience et encore plein d'autres. On va aussi vous donner des conseils pour vous aider à obtenir de meilleurs résultats. Mais avant de commencer, je voudrais vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux à nous écouter. Si vous aimez ce podcast, on vous invite à nous donner un petit coup de pouce pour nous aider à le faire connaître au plus grand nombre. Et le meilleur moyen, c'est d'aller sur iTunes et de laisser un avis 5 étoiles. C'est vraiment ce qui nous permet d'être visible dans les recommandations et donc de faire découvrir le podcast e-commerce geeks à plus de monde. Bonjour et bienvenue sur e-commerce geeks, le podcast des passionnés du e-commerce. Nous sommes Johan Bassinet et Irina Nikou et nous partageons avec vous des stratégies de croissance e-commerce, des réflexions sur les tendances marketing, des idées pour vous aider à mieux vendre en ligne. Ce podcast sort toutes les semaines, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Salut Danilo, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Danilo. Salut Johan, salut Irina, merci, avec grand plaisir. On est super content de t'accueillir sur le podcast. Ça doit faire un an et demi qu'on lit ton blog et j'ai dû le découvrir par une recherche Google, sûrement pour des infos liées à la pub Facebook. Et ce qui me plaît beaucoup avec tes articles, c'est qu'ils sont vraiment no bullshit. Tu vas vraiment en profondeur dans les sujets, sur la publicité Facebook, et ce qui apporte vraiment beaucoup de valeur. Et justement, je voulais savoir comment tu as commencé et comment tu en es venu à te spécialiser sur la publicité Facebook. Ouais. Écoute, déjà merci, content que les articles te plaisent. Alors comment j'ai commencé? Je vais essayer de te parler depuis le début de mon expérience dans le digital et puis après je parlerai du blog et de mon activité. Donc en gros, j'ai démarré ma carrière dans le digital en 2017. Auparavant, j'avais fait des études d'ingénieur de gestion et j'ai étudié toute une série de matières sur la finance, le marketing, la logistique, enfin toutes des choses qu'on apprend en école de commerce. Et j'en suis venu à m'intéresser au digital naturellement parce que c'est quelque chose que je voyais beaucoup sur le net. Je regardais déjà ce que faisaient d'autres blogueurs, d'autres youtubeurs et j'étais curieux de voir comment ils gagnaient leur vie. Et c'est un peu comme ça que j'ai découvert le digital. Donc en 2017, j'ai fini par trouver un job là-dedans. C'était un contrat d'apprenti, donc d'apprenti pour faire des campagnes de publicité sur Facebook, Instagram, Google, dans une startup qui s'appelle Ubico. Donc c'est vraiment comme ça en fait que j'ai mis pour la première fois vraiment les mains dans le cambouis, comme on dit. Donc je pense qu'après un mois ou deux, j'étais déjà capable de faire de la pub sur Facebook et Instagram et même sur Google. Donc c'était plutôt pas mal. J'avais appris plein de choses parce que j'étais assez motivé d'apprendre. Donc j'écoutais beaucoup ce qu'on me disait et moi-même je commençais déjà à être proactif et lire des blogs et des podcasts US. Je rappelle, c'était il y a plus de 3 ans. C'était au début de l'année 2017. Donc j'ai continué dans cette boîte pendant 6 mois. Donc la durée de mon contrat, c'était 6 mois. Et à la fin, ils m'ont pas repris. Ils m'ont pas repris parce que je pense que la société n'était pas prête à investir mon salaire, simplement. Et donc, moi, j'avais prévu le coup. Je savais déjà 2 mois avant la fin du contrat que j'allais pas être repris. Et comme je vous disais, je savais déjà qu'il y avait des blogueurs, des influenceurs, des coachs, des consultants qui gagnaient leur vie grâce à Internet, qui trouvaient des clients grâce à un blog, une chaîne YouTube. Et je me suis dit, écoute, je vais créer un blog parce que c'est quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse. Je lis moi-même beaucoup de blogs. Donc, je vais créer un blog. Je vais commencer à écrire naturellement. Et après, je me servirai d'un côté de ce blog pour trouver un prochain emploi parce que j'imaginais absolument pas que le blog me permettrait de vivre en quelque sorte de ma passion, de mon savoir seulement quelques mois après. Donc, j'ai fait le blog, j'ai commencé à écrire, j'ai fait des articles invités et naturellement, en fait, le blog a eu du trafic organique provenant de Google après 4-5 mois. Après 4-5 mois, je commençais à avoir 50, 100 visiteurs par jour
plus du trafic social et du trafic qui provenait de sites sur lesquels j'ai écrit. Donc, naturellement, le blog, il a eu la visibilité et j'ai commencé à avoir des demandes pour mes services. Donc, à l'époque, j'avais pas de service. Donc là, on était, pour vous donner une info sur la temporalité, on était fin de l'année 2017, donc presque en 2018, donc il y a 2 ans. Je commençais à avoir ces demandes, ce qui me paraissait encore incroyable à l'époque, parce qu'il faut savoir que j'écrivais mon blog de chez moi. Le seul moyen que j'avais, c'était mon temps. Je n'avais pas d'argent ni rien. Tout ce que je faisais, c'est que j'écrivais sur le blog, je faisais une promotion chaque semaine, je contactais des gens, je partageais les articles sur des groupes. Donc, c'était incroyable pour moi d'avoir des gens qui me contactent pour en savoir plus sur mes services, pour être coaché, pour être formé, ou pour même que je gère leur campagne de pub Facebook. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé, que finalement, à la fin de l'année 2017, début 2018, je me suis dit, OK, il y a peut-être un potentiel pour lancer une activité de consultant, et c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai refusé une offre, d'ailleurs, dans une agence digitale à Malte pour faire des campagnes sur les réseaux sociaux. Ils avaient bien aimé ma vision des choses, mais j'ai finalement dit non, OK, je vais continuer ce que je fais et je vais essayer de trouver des clients et gagner ma vie en tant que consultant. Bonne nouvelle, après 4 ou 5 mois, donc je pense en fin avril 2018, je gagnais déjà un salaire normal, plus ou moins. Donc j'avais fait un chiffre d'affaires qui m'avait permis, en tout cas, d'obtenir le même salaire que celui que j'aurais obtenu si j'avais travaillé dans l'agence. Donc pour moi, c'était vraiment un vrai point de départ. Je dis, OK, c'est possible. En 4 mois, tu as réussi à gagner le salaire qui t'avait promis en agence et tu as fait tout ça tout seul. Donc c'est un peu comme ça que j'ai démarré. Donc pour te passer les détails, ensuite, ça continue à se développer jusque juillet 2019, où j'ai atteint, on va dire, une sorte de petit, je ne vais pas dire un plafond, mais une prise de conscience de me dire, OK, là, tu es à un stade où tu es obligé de refuser des projets parce que tu n'as plus le temps. Donc, il est peut-être temps d'engager. Et c'est là que j'ai commencé à créer l'agence DHS Digital, que vous connaissez peut-être. Et on a commencé à prendre plus de clients naturellement. Et les revenus se sont développés. Et voilà où j'en suis aujourd'hui encore. Je continue à bloguer, j'ai l'agence sur le côté et j'ai le contenu qui est toujours là, la présence sur les réseaux sociaux et ça fonctionne bien en termes de demande, de réseautage, de visibilité. D'accord. Et d'ailleurs, j'avais vu que, je pense l'année dernière, que tu avais été invité dans les locaux de Facebook pour rencontrer leur équipe qui est en charge d'aider les PME à se développer grâce au digital. Comment tu t'es retrouvé là-bas? Enfin, comment ça s'est passé? En fait, déjà, je n'étais pas seul, hein. Il y avait pas que moi, il y avait d'autres personnes qui ont été invitées. Et en fait, simplement, eux avaient repéré des groupes Facebook, à la base des communautés, je ne sais plus comment ils appelaient ça, des communautés, je ne sais plus, bref, ils parlaient de communautés. Ah oui, voilà, ils parlaient de leaders de communautés, je ne sais plus comment ils appelaient ça, mais ils disent, voilà, ils ont identifié quelques gestionnaires de groupes Facebook qui sont liés, en fait, à Facebook, au e-commerce, à l'aide, au fait d'aider des entreprises et des PME à se développer sur Facebook et Instagram. Donc, ils ont bien aimé l'initiative. Ils ont dit, OK, voilà, on va vous mettre tous ensemble dans nos locaux et on va parler, on va voir comment est-ce qu'on peut collaborer, comment est-ce que Facebook peut nous apporter de la valeur. Et c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé dans leurs locaux, simplement. Donc, c'est une initiative qu'ils ont lancée qui s'appelle Facebook Business Connect, qui a un peu continué en 2019, mais qui s'est un peu essoufflé au fur et à mesure. Donc, c'est simplement comme ça que j'ai pu aller dans leur bureau. D'ailleurs, tu publies toujours aussi souvent sur le blog, et je sais qu'aujourd'hui tu gères aussi une équipe. Je me demandais comment tu t'organises pour publier des articles toutes les semaines et faire aussi du conseil à côté. Merci pour la question. C'est vrai que ça, c'est un truc qui m'a beaucoup, sur lequel j'ai passé beaucoup de temps justement pour trouver la bonne organisation, parce qu'il y a encore 6 mois, je travaillais vraiment 7 jours sur 7 et je faisais beaucoup les contenus le dimanche généralement. Donc ça pouvait être au matin, ça pouvait être l'après-midi, mais en gros, j'étais obligé de faire des heures sup. Donc ça devenait difficile de garder ce rythme d'un article par semaine et même de production de contenu sur les réseaux sociaux. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a revu mon organisation, donc mon agenda. J'ai aussi délégué beaucoup de choses. J'ai éliminé des tâches qui servaient à rien. J'ai systématisé des choses, donc pour gagner du temps justement. Et donc là, aujourd'hui, j'ai un agenda plus, je vais pas dire plus light, mais en tout cas mieux organisé. Donc ce qui se passe, c'est que généralement, pour la création de contenu, je le fais maintenant une partie en fin de semaine, donc le vendredi, l'après-midi. Je me donne 2 plages horaires de 2 heures, enfin une de 2 heures et une autre de 1 heure et demie.
et je crée du contenu. Donc, comme vous savez, la création de contenu, ça demande de faire des recherches, ça demande d'écrire un plan, ça demande d'avoir des idées, d'avoir des contenus visuels. Parce que moi, en tout cas, je mets beaucoup d'images, de vidéos dans mes articles, et ça, on ne le réalise pas, mais c'est quelque chose que je choisis avant même d'écrire l'article. Donc, du coup, tout ce travail-là de recherche et de création de visuels, enfin pas création, mais le fait de prendre des captures d'écran, ben, je le fais en amont, et ça, je le fais plutôt vendredi. Okay. Puis après, si j'ai encore le temps, ce que je fais, c'est que j'écris l'introduction de l'article le vendredi, et la table des matières, je sais pas qu'on appelle ça, les différents points que je vais aborder, et je mets mes idées. Et après, samedi ou dimanche, en fonction de mon temps, je bloque 3-4 heures, et j'écris tout ce que je peux écrire sur le sujet. Donc, parfois, ça va être 3000 mots, parfois 4000, parfois même 5000. Là, actuellement, j'arrive à écrire en moyenne 1000 mots par heure. Donc, voilà, si je dois écrire 3000 mots, j'écrirai plus ou moins 3 heures. Et après ça, je conclus l'article. Là, à l'heure actuelle, c'est toujours moi qui relis les articles, mais je compte aussi déléguer cette partie de relecture et de publication. Et généralement, la relecture-publication, je la fais en début de semaine, le soir. Ça peut être lundi soir. Et après, lundi soir, je vais faire la relecture, la publication. Et je vais préparer l'analysateur pour le mercredi maintenant. Et ensuite, voilà, c'est envoyé, et c'est comme ça que je fonctionne. D'accord, donc c'est vraiment fin de semaine pour créer les contenus. Et puis, durant toute la semaine, en fait, tu travailles sur les projets avec les clients. Alors voilà, ouais, ça c'est une bonne question. Donc, les projets clients, on va dire que dans mon agenda à l'heure actuelle, ils me prennent plus ou moins la moitié de mon temps. Donc, si je travaille 40 heures sur du lundi au vendredi, ça va me prendre plus ou moins 20 heures, les projets clients. Et les 20 autres heures, je vais les consacrer déjà à la enfin pas la prospection, mais le fait de parler à des prospects potentiels, ou faire des relances, ou alors trouver des partenaires potentiels. Et je vais aussi les consacrer à la création de formations, à la coordination de projets. Donc, ça peut être le fait, je sais pas, là, on retravaille sur mon site web. J'ai un développeur qui s'occupe de faire plein d'améliorations. Je regarde s'il a tout bien fait, comment est-ce que je peux aider, comment je peux donner un feedback. Pareil pour la graphiste, pareil pour les vidéastes et les autres projets. Donc, c'est un peu comme ça que j'essaye d'organiser mon temps. Et généralement, la gestion des clients, je le fais beaucoup le matin parce que j'aime bien me montrer disponible le matin. Et j'ai constaté d'ailleurs que les clients l'après-midi, ils sont pas forcément, ils sont beaucoup moins attaqués que le matin. Donc, je préfère travailler sur leur compte le matin, tout simplement. Cool, c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir et d'échanger sur comment les autres entrepreneurs gèrent leur temps et s'organisent. Si je peux donner un conseil à ceux qui nous écoutent, moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai créé une semaine idéale. Donc, en gros, j'ai imaginé un agenda fictif avec toutes les plages horaires sur lesquelles je travaille, en sachant que la base de l'organisation, c'est de batcher, on va dire, ton travail. Donc, en gros, si tu travailles sur des comptes clients, ne fais pas une demi-heure les comptes clients, puis après une demi-heure la prospection, puis après encore une demi-heure l'écriture de contenu. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je vais travailler par plage de 2 heures ou 1h30. Ça dépend de quand je commence et à quelle heure je termine. Et après, j'évite, en fait, de faire du multitâche ou de m'interrompre. Alors, dans la pratique, c'est souvent difficile de ne pas être interrompu, mais franchement, j'essaye au maximum d'être tranquille avec, je sais pas, le fait j'essaye de pas trop me rendre disponible sur mon téléphone durant les heures où je travaille sur mes comptes clients ou sur des formations. Parmi les personnes qui nous écoutent, en fait, il y en a beaucoup qui ont une boutique e-commerce, mais qui n'ont pas forcément un gros budget à mettre dans la publicité. Certains débutent. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait commencer avec un petit budget sur Facebook Ads? Ouais, justement, c'est déjà arrivé, je dirais, pour 3-4 clients qui sont récurrents dans ma boîte, qui ont vraiment démarré avec, ils ne savaient pas combien investir, ils avaient fait très peu de pub Facebook. Moi, ce que je regarde en premier avec la personne, c'est est-ce qu'il connaît son client à lui, est-ce qu'il connaît ses besoins, ses pain points, ses désirs et les freins à l'achat de son client. Pourquoi connaître ça? Parce que si on ne sait pas tout ça, on ne saura pas bien communiquer dans les publicités, on ne saura pas quoi dire. Et surtout, moi, si pour mon client, c'est pas clair tout ça, je sais que la pub risque de poser problème parce qu'il connaît pas bien son client. Je regarde aussi si son offre elle est pertinente, s'il a des produits best-sellers, s'il a déjà un certain succès organique. Et enfin, je regarde si son site web il est optimisé pour une utilisation sur mobile parce que la publicité sur Facebook et Instagram, elle apparaît majoritairement sur un téléphone mobile. Donc, si tout ça, en fait, c'est pas très clair dans la tête de mon client et si son site web n'est pas optimisé, je sais déjà en fait qu'on aura des problèmes à rentabiliser les campagnes. Une fois que tout ça c'est en ordre, ce que je vois avec le client, c'est est-ce qu'il a déjà installé le pixel Facebook et le catalogue produit. Le pixel Facebook, c'est un code qu'il faut mettre sur son site web et qui permet à Facebook d'avoir des informations sur le trafic du site, donc les personnes qui vont visiter le site web
et surtout sur les actions qu'elles vont effectuer sur le site e-commerce en question. Ça peut être le fait de voir une page produit, ça peut être le fait d'ajouter un produit au panier, ou ça peut être le fait d'acheter. Et ça, c'est ultra important d'avoir ces informations-là parce qu'elles permettront de savoir si la publicité est rentable et de mesurer chacune des actions qui ont été effectuées grâce aux publicités. Donc ça, c'est le pixel Facebook. Est-ce que vous l'utilisez déjà pour vos clients? Oui, bien sûr, c'est indispensable, c'est clair. Aussi pour ceux qui démarrent, bon, je sais que après le coût par clic dépend du produit, du marché, mais de ton côté, quel est le coût par clic que tu as observé en e-commerce? Ça pourrait aider quelqu'un qui démarre, par exemple, à déterminer un budget minimum. Oui, on allait en parler, mais franchement, là, je regarde un peu, j'ai des comptes où j'ai des coûts par clic qui sont supérieurs à 50 centimes et d'autres où c'est à peine 20 centimes. Donc ça dépend, je dirais, du produit en lui-même. Et encore, quand je dis ça, c'est même pas totalement vrai parce que j'ai un client qui vend des tableaux, des œuvres qui coûtent plus de 200 euros et pourtant on a des clics à 10 cents. Par contre, j'ai un autre qui vend des bijoux qui coûtent 50, 100 euros et les clics sont parfois à 30 cents. Donc parfois, le prix du produit n'a rien à voir. Je dirais que c'est aussi, ça dépend vraiment du coût de l'audience en elle-même. Mais si je devais te donner un ordre d'idée, ça peut varier entre 10 centimes et je dirais un 50 centimes. C'est plus de 50 centimes, c'est un peu élevé. Ça arrive, hein, ça en période où il y a beaucoup de concurrence, pour une audience qui coûte cher, pour un produit où justement il n'y a pas autant de demandes, où il n'y a pas autant de clics, il est possible que le coût par clic soit supérieur à 50 centimes. Je dirais que c'est très rare quand il dépasse les 70-80 centimes. C'est très rare. Oui, oui. Et puis ça dépend aussi si c'est du B2C ou de B2B. Dans le business to business, les coûts par clic sont toujours un peu plus élevés parce que déjà l'audience elle est plus restreinte. Ouais, c'est ça. Alors, et puis pour la suite, donc une fois que le pixel Facebook et le catalogue produit sont installés, donc le catalogue, je vais passer les détails, mais c'est le fait de reprendre son inventaire que vous avez sur votre site et de le mettre dans Facebook. Et après, ça permettra de mettre en avant cet inventaire, donc le produit en lui-même, son nom, son prix. Et ça, c'est vraiment ultra efficace pour le retargeting. Et puis après, pour la question du budget, moi, j'aime bien donner deux options. Soit le client a déjà du trafic sur son site, son pixel était déjà installé. Alors, dans ce cas-là, on fera du retargeting et on va commencer avec un petit budget pour voir si ça fonctionne. Et si on voit qu'après 1-2 semaines, il commence à avoir des ventes avec le retargeting, on va augmenter le budget et mettre une part dans l'acquisition. Donc, le fait d'aller chercher des personnes qui ne le connaissent pas et générer soit des achats ou soit du trafic hyper qualifié qui pourrait être ensuite reciblé. Ou soit le client n'a pas de trafic, donc c'est la deuxième option. Et là, on investit directement dans l'acquisition parce qu'on n'a pas le choix. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver une offre pertinente. Ça peut être le fait d'offrir les frais de livraison, si c'est possible pour le client, de proposer un coupon de 10%. Mais en gros, essayer d'offrir quelque chose, c'est vraiment important, surtout pour un site, enfin un e-commerce qui n'a pas encore une marque forte. Ensuite, on va mettre en valeur le produit ou alors plusieurs best-sellers, ça dépend. J'ai déjà fait les deux. Je pense que si on peut montrer du choix dans un carrousel, ça peut être bien, ou dans une collection, donc c'est des formats publicitaires. Et ensuite, on voit ce que ça donne. Donc là, après, au niveau du budget, ça dépendra vraiment du client. Moi, j'aime bien donner un budget quotidien au moins égal au coût par conversion. Donc si le coût par conversion est de 20 euros par jour, ben, on mettra 20 euros par jour comme budget. Oui, oui. D'ailleurs, tu parlais du retargeting et c'est vrai que sur un site e-commerce, plus il y a d'engagement avec les pages du site, plus le taux de conversion augmente. Et pour que quelqu'un passe à l'achat, on multiplie les interactions. Donc, on lui affiche une pop-up personnalisée sur le site ou on lui envoie un email de relance panier. Mais il est aussi très, très important de suivre le client sur les réseaux sociaux. Donc, avec le retargeting, le reciblage publicitaire. Et justement, je voulais te demander quelle est ta méthode pour le retargeting en e-commerce? Ouais, bah là j'en utilise deux. J'ai la méthode du retargeting dynamique et du retargeting statique, on peut dire comme ça, je pense. Le retargeting dynamique, c'est vrai que je sais pas précisé, mais c'est une campagne que je mets en place sur tous les comptes e-commerce. Et en gros, c'est une campagne qui va se servir du catalogue produit. Et le but de cette campagne, c'est de recibler les personnes qui ont vu une page produit ou qui ont ajouté un produit au panier et leur montrer un message ultra personnalisé avec les produits qu'il a vus. Et Facebook, en fait, permet de remontrer à cette personne les produits qu'il a vus grâce au catalogue. Est-ce que vous connaissez? Oui, oui. Donc ça, c'est un truc que je fais de base et qui marche. Franchement, sur les 80% des sites, ça marche. À moins que le produit qui est affiché dans le catalogue est mal, et n'est pas bien mis en avant, d'accord, que c'est sur un fond blanc, c'est pas très beau, on voit pas le modèle, ou alors, je sais pas. Dans la majorité des cas, ça passe bien. Dans certains cas, ça passe pas bien, et donc on est obligé de faire les campagnes de conversion avec justement une photo un peu plus lifestyle, lookbook, mais en tout cas où on peut voir le produit
qui est mis dans une situation, voilà, une situation de la vie, ou alors qui est simplement porté par un modèle. Et donc, dans ce cas-là, on utilise plutôt la campagne de conversion parce qu'on ne peut pas se servir du catalogue produit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par rapport à ça. Oui, bien sûr. Et il faut aussi bien se servir des événements, créer des événements grâce au pixel Facebook pour afficher la bonne publicité à la bonne personne en fonction de ce qu'elle a fait sur le site. C'est ça. Moi, généralement, pour les gros comptes, je sépare les 2 événements en vue de contenu et ajout au panier. Pour les petits comptes, je mets les 2 en même temps. Donc, admettons que j'ai un gros compte, je vais mettre un événement vue de contenu et là, je vais remontrer peut-être des témoignages ou des pubs qui vont venir briser les freins à l'achat. Et pour les ajouts au panier, je vais faire un autre type de publicité. Et là, exclusivement, je vais rappeler à la personne qu'elle a ajouté un produit au panier mais qu'elle n'a pas terminé son achat. Je vais lui demander pourquoi dans la publicité. Et après, je vais dire, voilà, si jamais tu souhaites acheter sur le site, voilà un peu nos conditions. Donc, c'est une publicité très, très directe qui a pour seul but que la personne clique et termine son achat. Nous, ce qu'on a observé, c'est que les témoignages fonctionnent super bien en retargeting parce que ça enlève vraiment les doutes que la personne peut avoir pour acheter le produit. Et en travaillant avec beaucoup de clients sur les publicités Facebook, j'imagine que tu as dû te rendre compte que souvent, ce sont souvent les mêmes erreurs qui reviennent. Est-ce qu'il y a des grandes erreurs que tu vois chez tes clients ou chez les personnes qui te contactent en ce qui concerne leur publicité? Ouais, je vois souvent les mêmes erreurs que je remarque quand je fais des audits de compte. Donc, avant de démarrer avec un client, je fais un audit de son compte publicitaire. Et le but de l'audit, c'est de voir toutes les erreurs qu'ils ont faites et de ensuite proposer des idées pour améliorer la structure des campagnes et la rentabilité en elle-même. Et donc, du coup, en faisant ces audits, on voit souvent les mêmes erreurs et je voulais dire ce que je les ai noté. La première, c'est le fait qu'il y a très peu de contenu créatif. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Il est arrivé que j'ai déjà audité des comptes où ils investissent beaucoup d'argent par mois, je dirais plus de 10-20 000 euros par mois en publicité, et il n'y a qu'une seule publicité. Mais après, il y a beaucoup d'audience, mais il y a une seule publicité. Donc, c'est dingue, tu vois. Quand tu investis autant d'argent, avoir si peu de contenu créatif, je ne vais pas dire que c'est risqué, mais bon, il y a moyen de faire mieux. Donc, parfois, j'ai déjà vu des comptes où il n'y a que des carousels, d'autres où il n'y a pas où il y a que des collections, où il n'y a que des vidéos. Mais souvent, la remarque numéro 1 que je vois, c'est qu'il n'y a pas assez de publicités différentes avec différents formats, différents contenus. J'ai remarqué aussi que pour beaucoup de comptes, il n'y a pas vraiment de séparation entre remarketing et acquisition. Donc, les deux sont mélangés dans une même campagne. Les messages ne sont pas forcément adaptés en fonction des actions que le client a effectuées sur le site. Qu'est-ce que je remarque également? Aucune offre. Donc, j'ai déjà vu aussi des comptes où il y a justement, c'est juste, voilà, viens sur mon site, mais on ne dit pas ce que la personne va recevoir. On ne parle même pas des conditions de retour ou de livraison. Aucun levier de la persuasion qui sont utilisés. C'est souvent arrivé que je vois des comptes où c'est les mêmes pubs, comme je vous l'ai dit, pour quelle que soit l'action que vous avez effectuée sur le site, vous voyez la même pub. Du coup, il n'y a pas vraiment un levier de persuasion comme la réassurance, comme l'urgence, la preuve sociale, les témoignages qui sont utilisés pour venir rassurer un client qui est potentiellement prêt à acheter. Et cet aspect de la persuasion, mais aussi plus particulièrement le copywriting, est super important. Des fois, les publicités peuvent être très belles, mais les textes restent très classiques, standards, comme rendez-vous sur le site, profitez de 20% de réduction, sans aucune différenciation. Et surtout, si c'est une pub sur une audience qui est froide, ça n'a pas forcément d'effet. Alors, attendez. Là, il y a une bonne remarque. Justement, j'ai des comptes où les produits sont tellement beaux, mais c'est tellement bien mis en valeur, le site est tellement génial que même avec une pub sans texte ou juste, comme tu dis, découvrez sur notre site, notre nouvelle collection, ça marche. Donc, non, il y a vraiment des cas où justement le copywriting n'est même plus important, je dirais. Après, il y a un minimum. Donc, moi, personnellement, quand je reprends un compte, je dis, bon, OK, bon, ça, on va laisser comme ça. Mais on va aussi rajouter au moins que la livraison est offerte, que les retours sont gratuits, que le produit, il a ça de spécial. Mais j'ai déjà eu des cas où vraiment, il y avait juste à montrer les produits, quoi. Il y avait juste à montrer les produits et ça passait. C'est bien, si on a un beau produit et que les personnes vont acheter juste grâce au produit, tant mieux. Ah oui, après, le site fait le travail, hein. Mais je veux dire, j'ai eu des cas où vraiment les pubs, l'écriture en elle-même de la pub est loin d'être fameux, quoi. C'est juste vraiment, encore une fois, découvrir notre nouvelle collection sur notre site. Voilà, c'est tout. Je voulais aussi parler avec toi des audiences. Avant, on travaillait pas mal avec des audiences super ciblées, avec des intérêts très très précis. Mais dernièrement, les audiences plus larges ont tendance à mieux fonctionner, sûrement dû au fait que l'algorithme Facebook devient de plus en plus intelligent.
Quelle est, à ton avis, en ce qui concerne le ciblage, la bonne pratique à adopter? La bonne pratique aujourd'hui, c'est d'utiliser des audiences similaires. C'est ce que Facebook conseille tout le temps. Donc, à chaque fois qu'on les a au téléphone, ils disent toujours la même chose. Est-ce que vous utilisez les audiences similaires? On dit oui. Et puis après, si oui, ils vont me dire quel pourcentage. Ça peut être 1%, 2%, ça peut être 3%. Moi, je conseille de plus en plus de mettre des pourcentages élevés. Que plus vous avez du budget, plus vous pouvez mettre un pourcentage élevé parce que quand on a une cible plus large, ça permet à l'algorithme d'aller chercher plus de clients et d'éviter d'épuiser trop rapidement une audience. Puis après, pour ta remarque par rapport aux audiences très ciblées, c'est comme tu l'as dit, ça marche de mieux en mieux quand l'audience est plus large. Donc, faut pas hésiter à élargir l'audience parce que en fait, quand vous faites une campagne de conversion ou de vente catalogue, donc une campagne de vente, on va dire, Facebook ne va venir toucher qu'une partie de l'audience cible. Donc, admettons que l'audience cible, c'est 1 million. Il va jamais montrer les pubs à 1 million de personnes. Il va juste prendre le bassin, on va dire les 10-20% des personnes dans cette audience-là qui sont les plus susceptibles de convertir, donc d'acheter à un coût plus bas. Ça, c'est la stratégie d'enchère. C'est la stratégie d'enchère de base. Donc, du coup, en ayant une audience trop petite, donc admettons que tu as une audience de 100 000 personnes seulement, tu te dis, ouais, 100 000 personnes, c'est quand même beaucoup. Mais en fait, tu donnes seulement à l'algorithme 10, 20 000 personnes avec lesquelles travailler, on va dire. Tandis que si tu lui donnes une audience de 1 à 2 millions, il a largement la liberté, en fait, d'aller chercher dans ces personnes-là celles qui sont les plus susceptibles de convertir. Et en plus de ça, comme il apprend toujours des conversions qu'il a eues historiquement, il fonctionnera mieux avec une audience plus large parce qu'il a naturellement plus de conversions. Et qu'est-ce que ce serait pour toi une audience qui est trop restreinte? Par exemple, si quelqu'un est sur un marché de niche, pour que la publicité et le ciblage restent pertinents, forcément, la taille de l'audience est un peu réduite. Donc, comment on tirer profit de l'intelligence de l'algorithme sans trop le limiter si quelqu'un est sur un marché de niche? Ouais, c'est jamais facile les marchés de niche, hein. Là, je vais en avoir un dans le mariage. Et c'est vrai que c'est pas des audiences très larges. Après, je pense que faire trop peu large, c'est pas une bonne chose d'office. On a vu pourquoi. Donc, on épuise rapidement l'audience et en plus de ça, on donne pas assez de données à l'algorithme. Donc, pas assez large, typiquement, c'est quoi? Je dirais, c'est moins de 100 000 personnes. Et puis après, moi, j'aime bien me dire, OK, si c'est un marché de niche, je vais essayer de rester dans la tranche 100 000 à 500 000 personnes. Et en plus de ça, je vais faire une autre campagne ou alors une autre audience avec une audience vraiment large. Je vais mettre, je sais pas, un intérêt genre mariage. On est sûr et certain qu'il y aura plusieurs millions de personnes qui auront cet intérêt-là parce que d'un moment à l'autre, on s'intéresse au mariage quand on est une femme. Donc, naturellement, on aura beaucoup de personnes dans l'audience. Donc, je testerai ces deux audiences-là, l'audience plus ciblée, ça peut être une audience similaire, ça peut être une audience par intérêt, et l'audience vraiment large. Et je vais voir ce que ça donne, en fait. Si je vois que l'audience large fonctionne, pas de souci. Et si elle fonctionne pas, c'est pas grave, on restera sur des audiences plus ciblées. Et il y a souvent des intérêts aussi qu'il faut aller chercher plus loin, qui sont pas si évidents, mais qui s'avèrent être très efficaces. Ça peut être un intérêt pour un magazine en ligne sur le mariage qui peut très bien fonctionner. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, du coup, il faut faire ses recherches et parfois, on n'est pas à l'abri de certaines surprises. Donc, faut parfois, justement, quand on sature des audiences, il faut aller chercher une audience un peu différente, avec des intérêts différents, mais qui pourrait justement être intéressée par le produit en question. Dernièrement, il y a de plus en plus d'annonceurs sur Facebook, c'est normal, ça devient beaucoup plus accessible, il y a beaucoup d'e-commerçants et donc pas mal de compétition, ce qui fait monter les coûts de la publicité. Donc c'est quelque chose qu'on a vu aussi, surtout en fin d'année avec les fêtes, le Black Friday. Est-ce que tu auras des conseils pour diminuer les coûts de la publicité? En fait, une façon de diminuer le coût de la publicité, il y en a des centaines. Par contre, alors là, en fait, ce que tu peux faire pour éviter de t'exposer à une concurrence qui est trop forte, c'est que tu cibles tes audiences qui te connaissent déjà. Donc, tu fais beaucoup plus de retargeting que d'acquisition. Mmh. Donc tu vas investir plus dans le retargeting que dans l'acquisition de nouveaux clients. D'accord. C'est ça, simplement, tu vas juste répartir tes budgets différemment. Après, comme je te disais, il y a plein de façons d'optimiser tes campagnes. Si tu vois que tes coûts sont trop élevés, tu vas peut-être essayer d'optimiser ton contenu créatif, peut-être élargir ton audience, tester d'autres objectifs de campagne. Donc, il y a plein de façons de réduire le coût de la pub. Tu sais, après un certain temps, quand on a lancé une campagne, en fait, les publicités fonctionnent moins bien. Comment toi, tu fais pour améliorer les publicités, pour obtenir de meilleurs résultats quand elles commencent à moins bien fonctionner, par exemple après quelques jours ou quelques semaines? Ouais. En fait, déjà, pour ceux qui nous écoutent, c'est inévitable en fait que les résultats vont finir par baisser. Ils finissent par baisser parce que simplement l'audience qui est ciblée voit trop souvent les mêmes publicités.
Ça, c'est inévitable. Que vous ayez une audience de 2 millions de personnes à, je sais pas, 10 millions, il y aura toujours à un certain moment où vous avez saturé votre audience, où Facebook n'arrive plus justement à trouver des nouvelles personnes à cibler et qui sont justement potentiellement à même de convertir. Il faut aussi savoir que plus la campagne dure longtemps, plus Facebook, mais il a du mal à trouver des personnes qui convertissent, et donc il va aller chercher en fait d'autres personnes qui auront une probabilité moins élevée de convertir, ce qui va faire augmenter vos coûts. Donc, l'approche à avoir dans ce cas-là, c'est d'identifier, de détecter ceux qui ne marchent pas ou ne marchent plus. Et donc, pour ça, vous allez analyser les résultats de vos campagnes sur une certaine durée. Donc là, admettons que la campagne dure depuis 10 jours, ben on va regarder les campagnes les 10 derniers jours. On peut également regarder les campagnes jour après jour et voir s'il n'y a pas vraiment une performance qui est en déclin. On sait juste qu'il y a des jours où c'est moins bien, d'autres où c'est bien. Donc là, on peut vite voir la tendance, en fait, simplement, soit par les graphiques ou soit par la répartition. Moi, ce que je regarde pour un compte e-commerce, c'est que je vais commencer à regarder les perfs, comme je le dis, sur 7, 10 jours, parce que il y aura toujours du temps entre le moment où la personne clique et elle finit par acheter. Ça dépend vraiment du cycle d'achat sur le site en question. Ça peut être 3 jours, ça peut être 7 jours, ça peut être 10 jours. J'ai des comptes où le cycle d'achat est très long, où j'ai l'impression que les gens, ils cliquent sur la pub, ils prennent un temps fou à se décider parce que c'est un achat c'est pas juste acheter une paire de chaussures, c'est un autre type d'achat et donc du coup ça prend du temps avant qu'ils achètent. Donc dans certains cas, on va regarder les performances sur plus que 7 jours et parfois 10, 15 jours. Donc voilà, tout ça pour dire que quand on a trouvé la durée adéquate pour analyser les campagnes, on va commencer par regarder les KPIs, donc les indicateurs clés de performance. Souvent, ça va être les mêmes d'un compte à l'autre, ça va être le coût par achat et le ROI. Après, il y a également le chiffre d'affaires, mais bon, c'est mesuré par le ROI, donc autant regarder le ROAS, donc le ROI, et voir justement si le coût par achat augmente au fur et à mesure des jours, donc ce sera généralement le cas. Est-ce qu'il augmente fortement ou c'est juste quelques petites augmentations qui sont peut-être dues à l'augmentation de la concurrence ou le fait qu'il y a un peu moins de clics? Donc, on va essayer d'identifier le problème. Okay, donc, généralement, les problèmes sont soit liés à la fréquence, donc le fait que les gens voient trop souvent les pubs, soit liés au fait qu'il y a un taux de clic qui est naturellement en baisse, peut-être parce qu'il y a trop de concurrence ou parce que simplement les personnes qui sont touchées ne sont plus les bonnes. Et on essaie d'identifier le problème. Donc, généralement, quand c'est un taux de clic qui est en baisse ou une fréquence qui est trop élevée, on va soit changer la pub, soit l'audience. Et donc là, dans ce cas-là, c'est un arbitrage à faire. Est-ce que vous êtes prêt à tout changer ou non? Moi, généralement, comme je préfère ne pas tout chambouler, je vais juste changer la pub. Je vais garder la même audience et je vais voir si le fait d'arriver avec des nouvelles publicités qui sont différentes, est-ce que cela va permettre de ramener le coût à la baisse? Et si je vois que la pente descendante, la pente continue à descendre, donc il y a de moins en moins de performance, eh bien, je vais commencer à tester de nouvelles audiences. Ou alors, je fais les deux simultanément. Donc, je teste une nouvelle audience et je teste de nouvelles pubs dans l'audience qui tourne déjà. Oui, il faut essayer les différentes versions pour voir ce qui fonctionne le mieux. D'ailleurs, avec le CBO, le Campaign Budget Optimization, je sais qu'il faut pas trop toucher à la publicité, enfin l'ensemble de publicité, au moins pour 3-4 jours, parce que ça risque de tout chambouler, ça risque de dérégler la campagne. Pour toi, quelle est cette durée et est-ce qu'il y a aussi des désavantages à l'optimisation que Facebook propose? Ouais, c'est vrai, Facebook recommande vraiment de pas trop justement toucher aux campagnes, encore moins aux ensembles de pubs quand on utilise le CBO. Moi, j'aime bien justement me donner 4 jours. J'aime bien me donner 4 jours avant de faire des changements. Après, c'est inévitable, hein. Facebook a beau dire tout ce qu'ils veulent sur le fait qu'il y ait des phases d'apprentissage, des CBO, il y a bien un moment où il faut changer les pubs. Donc, naturellement, il va falloir le faire. Et il faut le faire quand ça commence vraiment à baisser. Et moi, j'aime bien me dire que si après 3 jours, ça continue à baisser, c'est qu'il y a forcément un problème. Et donc, on ne peut pas continuer comme ça. Oui, il faut peut-être mieux changer juste le texte que changer le budget ou d'autres choses qui peuvent affecter la campagne. Alors franchement, moi, si je peux donner des conseils à ceux qui nous écoutent, ce qui affecte le plus une campagne, c'est le contenu créatif ou le format de la pub. Donc le fait de changer, par exemple, de passer d'un carrousel à une collection, ça peut tout changer. Mais vraiment, le taux de clic peut doubler. Le fait de passer d'une image statique, où on voit le produit mis en avant et qu'on teste maintenant une vidéo, on voit l'utilisation du produit, comment elle est mise dans différentes situations de la vie, ça peut tout changer également. Donc le contenu créatif a beaucoup d'importance. L'audience, c'est un peu moins parce qu'en fait, moi j'ai des clients où c'est les mêmes audiences qui tournent tout le temps. Parce qu'en fait, c'est des audiences larges, c'est des audiences similaires, et les audiences similaires se mettent à jour régulièrement. En fait. Elles se mettent à jour dynamiquement quand il y a des achats. Donc, admettons que vous avez 100 nouveaux achats par jour.
il y a des comptes, c'est comme ça, eh bien, les audiences similaires, après 3-4 jours, elles se mettent tout le temps à jour. Et donc, du coup, ça fait qu'il y a toujours des nouvelles audiences qui sont ajoutées, enfin, des nouvelles personnes qui sont ajoutées dans ces audiences-là. Et les audiences larges, en fait, je ne peux pas faire mieux. Une fois que j'ai mis un intérêt chaussures et qu'il y a 10 millions de personnes, bah, je ne vais pas commencer à aller chercher d'autres audiences parce que j'ai déjà touché tout le monde. Enfin, parce que j'ai déjà mis tout le monde dans l'audience là. Donc, en fait, ce que conseille Facebook pour les e-commerçants aujourd'hui, c'est d'utiliser une structure de compte assez simple, donc d'avoir une campagne d'acquisition avec 2-3 audiences. Ça peut être une audience très large, une audience large mais pas trop, et après des audiences similaires. Donc du coup, tu vas changer des petites choses au niveau de la pub et tu vas garder les 3 audiences. C'est ça. Moi, franchement, pour les gros comptes, c'est exactement ce que je fais. Donc, on introduit rarement de nouvelles audiences parce qu'on touche déjà plus ou moins tout le monde dans le marché avec des audiences similaires avec différents pourcentages et les audiences larges. Après, ce que conseille Facebook, c'est d'avoir des campagnes avec d'un côté des audiences similaires très larges, donc plus de 5%, et une autre campagne avec des audiences similaires moins larges. Donc genre 1, 2, 3, 4, 5%. Et tu sais, dans l'e-commerce, c'est super important aussi d'utiliser Instagram, notamment pour se faire connaître et promouvoir ses produits. Est-ce que tu as de bonnes façons d'utiliser Instagram pour en vendre, par exemple, avec la pub ? Là, qu'est-ce qu'on fait actuellement sur Instagram? Donc d'office, quand on lance des campagnes, on sélectionne le placement Instagram. Quand c'est pertinent déjà, donc si c'est pas pertinent, on va pas le mettre. J'ai des cas où on ne le met pas du tout parce qu'on sait que ça va pas bien aller. Et dans d'autres cas, on le met quand justement le contenu qui est mis en avant est beau et inspirant, raconte une histoire. On sait que ça fonctionnera assez bien sur Instagram et que naturellement Facebook ira dépenser une partie du budget pub sur Instagram. Ce que j'ai constaté aussi, c'est que sur Instagram, ce qui fonctionne bien, c'est d'avoir une accroche qui est très courte. Donc, ne pas essayer d'avoir des accroches qui sont très longues. Et aujourd'hui, Facebook permet de personnaliser une accroche pour chaque placement. Mettons que tu fais une pub sur Facebook et Instagram et que tu laisses les 2 placements sélectionnés. Tu peux faire ta pub sur Facebook et avoir une accroche très longue. Et sur Instagram, tu modifies l'accroche et tu la raccourcis. Et ce que tu dois essayer de faire, c'est qu'en 2 lignes, tu dois expliquer ce que tu vends, en quoi c'est spécial et en quoi c'est unique. Parce que généralement, les gens n'ont pas forcément le temps de lire beaucoup d'informations sur Instagram et encore moins des pubs. Donc, du coup, j'aime bien essayer d'avoir une accroche qui est courte en termes de texte. Puis après, comme j'ai dit, si le produit est beau, qu'il est inspirant, qu'il raconte une histoire, donc finalement que c'est une photo un peu lifestyle, ben, je vais essayer de la mettre en avant sur Instagram. Et quel est, je veux dire, et oui, un autre truc qui marche vraiment bien pour la pub Instagram, et ce que je fais avec des clients, c'est que j'essaie d'identifier sur leur compte Instagram tous des contenus qui ont très bien fonctionné en organique, et je reprends la photo et j'utilise en publicité. Ça fonctionne tout le temps. Donc, admettons que je vois que sur le compte qu'il y a en moyenne 500 likes par publication et que d'un coup, je vois une publication où il y a eu 1000 likes, bah celle-là, je demande à mon client de me donner le visuel et j'en fais une pub. D'accord. C'est quelque chose à retenir. D'ailleurs, tu parlais de contenu, du texte, de la publicité sur Instagram, qui doit être court. Je sais que c'est un peu, ça dépend des comptes après, mais pour certains, ce qui marche très bien, c'est les posts, en organique en tout cas, ce sont des posts très longs avec une histoire qui est racontée, une idée qu'ils font passer. En pub, en fait, il faudrait pas faire ça, même si ça marche en organique, ou est-ce que ça dépend des comptes? Oui, ça dépend des comptes, il faut toujours tester. Mais moi, je pars toujours du principe que quand quelqu'un voit une pub sur Facebook ou Instagram, il se dit voilà, encore une pub, est-ce que j'ai pas envie de lire, etc. Donc, pour moi, c'est le visuel qui fait tout le travail. Donc, ça sert à rien d'avoir un contenu trop long. Et puis, vraiment, quand tu fais du produit, il n'y a pas grand-chose à dire. Normalement, en 2 lignes, tu es censé savoir dire ce que ton produit a de spécial. C'est pour ça que j'ai dit qu'en 2 lignes, tu dois expliquer ce que tu fais. Après, si tu vas le faire en 3-4 lignes, c'est pas trop grave. Mais c'est vrai que je trouve qu'avoir un texte trop long sur Instagram, ça peut être contre-productif. Oui, surtout que c'est des personnes qui te connaissent peut-être pas encore. Donc effectivement, ils vont peut-être pas prendre le temps de lire. Ça, c'est vrai. Et sinon, par rapport au format utilisé sur Instagram, la vidéo marche très bien. C'est un des formats de publicité qui fonctionne le mieux. Et surtout dans l'e-commerce, si c'est une vidéo d'un produit ou un témoignage client, ça peut vraiment influencer la décision d'achat de quelqu'un. Donc, est-ce qu'il faudrait se concentrer sur la vidéo et faire des ads plutôt dans ce format? Moi, je pense que sur Instagram, la vidéo, ça peut être très bien. Je le fais déjà, donc c'est très très bien. Du moment que la vidéo est au format carré. Un truc qui est sympa à faire, si jamais vous n'avez pas de vidéo en stock, c'est que vous faites des diaporamas. Vous prenez quelques photos qui sont très belles et vous en faites un diaporama avec les photos. Vous pouvez également prendre une photo et la transformer en vidéo avec le kit de création vidéo de Facebook. Donc, il y a quand même des possibilités de faire de la vidéo, mais en gros,
Ce qu'explique Facebook, c'est que, je sais plus comment ils expliquent ça, mais c'est qu'en gros, la statistique, c'était une vidéo a 5 fois plus de chances d'attirer l'attention qu'une image statique. Et une vidéo, c'est pas nécessairement un truc que tu as fait, qui t'a coûté 10 000 €. Ça peut être une simple animation qu'il y a sur qu'il y a sur ton image, donc du texte qui apparaît, ou alors, je sais pas, ben, je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais une simple animation, et ça peut faire la différence. Et justement, Facebook, avec leur kit de création vidéo, vous permettent de créer ces petites animations qui vont justement permettre de transformer une simple image en une vidéo de 2-3 secondes qui est animée. Mmh. Et toi, tu utilises, l'option que Facebook offre pour créer une vidéo à partir des images. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils essayent de mettre plus en avant si tu crées la vidéo sur la plateforme, au lieu de créer la vidéo avec un autre outil et après l'importer? Est-ce que ça a une importance? Ils le mettent en avant. Après, jamais ils vont te dire que, tu auras des meilleurs résultats avec leur vidéo à eux, mais ils expliquent que voilà, leur kit de création, il est optimisé pour faire des pubs qui marchent bien sur Facebook, c'est logique. Après oui, ils vous incitent à l'utiliser. Après, je pense que personnellement, je l'utilise pas pour les gros comptes parce qu'eux-mêmes, je leur demande de faire des contenus créatifs. Pour les petits comptes où il y a moins de moyens, là, je le fais moi-même, c'est sûr. Et toi, tu utilises quel outil pour, faire les vidéos? Ah, j'en utilise pas. Pour moi, enfin moi, j'utilisais Animoto, mais là, j'en utilise pas du tout. Super, bah merci beaucoup Danilo. Merci beaucoup pour ton temps et tous ces conseils. Euh, pour ceux qui nous écoutent, sur quel site ou réseaux sociaux ils peuvent te retrouver en ligne? Bah, déjà, encore une fois, merci de m'avoir invité. Alors, pour me retrouver, vous pouvez me retrouver sur mon site daniloduchesne.com, et sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver avec le nom d'utilisateur Danilo Duchesne. Cool, donc on va mettre tous ces liens dans la description de l'épisode. Bah merci Danilo, à bientôt. À bientôt. Salut. À bientôt, Danilo. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez nous aider à le faire connaître. Le meilleur moyen pour ça, c'est de faire 2 choses toutes simples. Vous abonner et laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment ce qui va nous permettre d'être visible dans les recommandations d'iTunes et donc de faire découvrir le podcast e-commerce geeks à de nouvelles personnes. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. À très vite.